Bonjour, je suis Emmanuelle Berthelot, je travaille au Kremlin-Bicêtre en cardiologie et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Patrick Jourdain pour nous parler de BNP ou NT-proBNP dans l'insuffisance cardiaque, l'heure des choix. Tout d'abord, Patrick, quelle différence entre ces deux molécules ? Alors, dans l'insuffisance cardiaque, on le sait très bien, la pratique est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce qu'on voit des patients qui se plaignent en général pas de grand-chose ou qui se plaignent de beaucoup de choses, mais on sait très bien que ces éléments cliniques d'analyse sont extrêmement limités. Et on sait tous les deux que l'échographie va être un élément extrêmement important pour aider à prendre en charge les patients. On ne peut pas faire de l'écho tout le temps. D'où l'intérêt des peptides natriurétiques, et en particulier de ces deux molécules. D'un côté, le BNP, qui est une molécule active, de demi-vie de 20 minutes, qui a un effet vasodilatateur, mais également natriurétique, qui est sécrété naturellement de façon à pouvoir répondre aux augmentations de la pression intracardiaque. Et de l'autre, le NT-proBNP, molécule qui va être éliminée de façon passive par voie rénale, qui est en fait tout simplement une molécule qui a une demi-vie plus longue que le BNP, donc qui est plus stable. 120 minutes à peu près de demi-vie, qui est plus lourde, donc qui sera moins détruite lors des éléments de congélation, décongélation, qui a par contre un inconvénient, c'est qu'elle sera très dépendante de la fonction rénale. Donc au niveau des molécules, une bouge plus vite et une est plus stable. Il n'y a pas de mauvais choix sur le plan purement technique. Que faut-il penser du dépistage systématique de l'insuffisance cardiaque avec ces molécules ? Alors on aime toujours les choses un peu presse-bouton, j'appuie, je sais, malade, pas malade. En pratique, on sait que c'est extrêmement difficile, en particulier avec le développement des maladies chroniques, où on sait que la part de la cardiologie est d'autant plus importante. On a de plus en plus de demandes d'échographie, que ce soit chez les patients diabétiques, chez les patients avec des pathologies oncologiques, chez les patients hypertendus. Et c'est bien, parce que ça améliore leur prise en charge. Par contre, l'intérêt, et on le sait très bien depuis à peu près 1 ou 2 ans, pas plus, que les peptides natriurétiques, et en particulier le NT-proBNP qui est plus stable pour des valeurs basses, vont nous permettre de détecter les patients à très bas risque. Ceux qui, somme toute, devraient être gérés par leurs médecins de terrain et qui n'ont peut-être pas besoin encore de l'avis cardiologique. Ça, c'est extrêmement important. On sait que des patients avec moins de 150 de NT-proBNP sont des patients à très bas risque. Par contre, au-delà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit faire tous nos efforts pour optimiser la prise en charge de ces patients et de les faire passer d'un groupe de bas risque à un groupe qui soit finalement tout à fait stable, que tous nos patients à haut risque passent à bas risque, que les patients à bas risque restent stables et qu'on n'ait pas de soucis dans la prise en charge. Parce qu'encore une fois, l'important, ce n'est pas de faire tout chez tout le monde, c'est de voir le bon traitement, le bon suivi chez le bon patient. Et le dosage du BNP au doigt ? Alors, le dosage du BNP au doigt, c'est extrêmement intéressant, en particulier dans tout ce qui va être suivi et pronostic de l'insuffisance cardiaque. Il y a également un élément où on s'est beaucoup posé la question, faut-il choisir entre BNP, NT-proBNP et finalement, y a-t-il une supériorité là-dedans ? Le BNP a l'intérêt de bouger très vite, c'est-à-dire qu'on sait qu'au bout de 20 minutes, on va pouvoir juger simplement déjà une modification du taux de BNP, et donc en l'occurrence, ça va être extrêmement intéressant dans le suivi. On sait que plusieurs études, dont l'étude STARS, ont démontré un impact positif d'une optimisation du traitement basée sur le BNP, c'est-à-dire qu'au lieu de diminuer uniquement la mortalité des hospitalisations, ça nous permet d'être des meilleurs médecins. Le NT-proBNP l'a démontré également à travers l'étude PROTECT. On va dire, pour faire simple, qu'il faut viser moins de 100 picogrammes par ml pour le BNP dans le pronostic et moins de 1000 picogrammes par ml, quel que soit l'âge, pour le NT-proBNP, et les deux font à peu près jeu égal, pour peu que vous ayez peu de comorbidité, puisque plus il y aura de comorbidité, plus il peut y avoir des variations, en particulier pour le NT-proBNP. Alors le BNP au doigt, c'était véritablement l'innovation des 2-3 dernières années, où le patient à son domicile pouvait mesurer son taux de BNP et avoir le résultat en 15 minutes, qui permettait de confirmer en cas de signe clinique un peu avant-coureur, s'il y avait ou pas nécessité de prendre en charge le patient. Et ça, c'est l'étude PIMS, qui vient de finir, dont on aura les résultats, j'espère, sous 4 à 5 mois, qui nous permettront de dire si le BNP au bout du doigt a une utilisation décisive par rapport au BNP classique dans le cadre de la télémédecine. J'ai une autre question concernant les patients qui sont insuffisants rénaux. Quel choix est-ce qu'on prendrait, le NT-proBNP ou le BNP ? Alors ça, c'est une excellente question de clinicien, parce que les insuffisants rénaux, nos insuffisants cardiaques sont quasiment tous insuffisants rénaux à des degrés divers. Et on sait que ça, c'est véritablement un élément important, parce que pour le clinicien, que nous sommes tous les deux, et c'est vraiment un élément clé, parce que chaque fois qu'on va prescrire un traitement, on se dit, oui, mais est-ce qu'on ne va pas le dégrader finalement quelque part ? Ce qu'on sait, c'est que même chez le patient insuffisant rénal non cardiaque, le dosage des peptides natriurétiques est un élément pronostic majeur. En particulier, peut-être un peu plus le BNP que le NT-proBNP. Pourquoi ? Parce que le NT-proBNP, lui, est sécrété de façon passive par voie rénale, donc quelque part, il s'élimine proportionnellement à la créatinine. Alors que le BNP, c'est une molécule active qui va d'abord avoir une action physiologique par différents récepteurs et ensuite être éliminée par voie rénale.
Donc en fait, ce qui va surtout être modifié par l'insuffisance rénale, c'est le taux de BNP inactif parce qu'ayant déjà été dégradé à travers ces récepteurs. Donc j'allais dire, chez l'insuffisance rénale, le dosage de peptides reste extrêmement informatif. On ne doit pas tolérer des taux extrêmement élevés, ou en tout cas on doit s'assurer que ce n'est pas lié à un problème cardiologique, premier lieu. On peut très bien avoir des BNP normaux chez l'insuffisance rénale, à condition que les PTDVG soient normales. A contrario, dans cette population-là, j'ai tendance, c'est personnel, à plutôt un tout petit peu favoriser le BNP plutôt que le NT-proBNP parce qu'il peut monter dans des proportions extrêmement importantes, ce qui rend son utilisation un peu difficile. Mais encore une fois, rappelons-nous d'un élément, l'insuffisance rénale meurt très souvent de pathologie cardiovasculaire. Et de se priver d'un élément important, c'est extrêmement difficile. Soit vous avez l'échographie en permanence avec vous, soit vous devez utiliser d'autres méthodes. Et encore une fois, ce que je dis toujours sur les peptides, que ce soit BNP, NT-proBNP, on peut toujours dire, est-ce qu'il faut choisir? L'important, c'est d'avoir la capacité d'utiliser et d'analyser le marqueur. C'est-à-dire qu'un marqueur, c'est des éléments qui vont limiter son analyse, qui vont augmenter parfois son taux, parfois le baisser. Et donc, encore une fois, j'allais dire, les bons marqueurs, ça marche que chez les bons cardiologues. Et quid du rôle de ces deux molécules dans l'évaluation du pronostic? Alors c'est un élément extrêmement important parce qu'en pratique clinique, c'est très difficile d'estimer le pronostic d'un patient insuffisant cardiaque. Parce que cliniquement, c'est difficile de savoir, il se plaint ou il ne se plaint pas. Et on sait qu'en particulier, ils n'ont pas envie d'être déstabilisés peut-être par un nouveau traitement. Ce qu'on sait clairement, c'est que plus les taux de BNP ou de NT-proBNP sont élevés, plus le risque de décès de réhospitalisation est augmenté. C'est linéairement dépendant. Après, encore une fois, est-ce qu'il y a une supériorité de l'un ou l'autre? Parce que c'est vraiment ça le sens de cette question lors des choix. Eh bien, très clairement, on sait que pour la performance diagnostique et la performance pronostique, ils sont tout à fait comparables. Il n'y a pas de supériorité. La nouveauté quand même, c'est d'une part les seuils thérapeutiques qui peuvent être utilisés et d'autre part, surtout, l'utilisation des nouvelles classes thérapeutiques, en particulier du LCZ, l'association valsartan-sacubitril. Pourquoi? La première chose, c'est que sur le plan des seuils, ce qui est extrêmement important, c'est de se souvenir, moins de 300 de BNP, pas mal. Moins de 100 de BNP, super. Moins de 1000 de NT-proBNP, parfait. Au-dessus, il faut se battre. Et les nouvelles classes thérapeutiques, en particulier donc comme le LCZ, vont engendrer en fait une augmentation de la demi-vie du BNP. Ils ne vont pas modifier le NT-proBNP. Donc en améliorant l'insuffisance cardiaque du patient, le taux de NT-proBNP va baisser et témoigne de la réponse au traitement, alors que le taux de NT-proBNP va rester stable somme toute. Donc encore une fois, s'il y avait un choix à faire chez les patients sous cette association, eh bien il faudrait opter par un suivi pour le NT-proBNP. Encore une fois, le take-home message sur cet élément de pronostic est de dire qu'on ne peut pas splitter d'un coup le BNP, un coup le NT-proBNP, puis dire c'est à peu près équivalent. Non, il faut en choisir un adapté à son patient. Eh bien, merci Patrick et je vous remercie de votre attention. Merci.